Eh bien, de retour sur le plateau Village Semences, bonjour à vous. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre avec nos amis du GNIS, les émotionneurs, tous ces techniciens et techniciennes qui sont là tout autour de nous. J'en reparlerai à l'issue de ce plateau. Ils sont admirables. Aujourd'hui, nous allons parler nouvelles technologies dans le monde agricole, enjeux et perspectives. Et pour cela, j'ai le grand plaisir d'accueillir Mona Trecchia. Mona, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Alors Mona, vous êtes conseillère territoriale en charge du développement numérique du territoire de la Plaine Commune Grand Paris et conseillère municipale à Épinay-sur-Seine. On a déjà eu l'occasion de se croiser sur un plateau, je crois. Tout à fait. On commence à bien se connaître. Et puis Norbert Benamou, vous êtes directeur général d'Arvalis, l'Institut du végétal. Vous allez nous expliquer ce qu'est cet Institut du végétal et puis nous parler également des nouvelles technologies dans le monde agricole. Ma première question, honneur aux dames, vous m'en voudrez pas, honneur aux dames. Mona, quand on parle agriculture, cela vous inspire quoi sur votre territoire? Et j'ai envie de dire que souvent, on en parlait avec Norbert tout à l'heure, quand on parle d'Île-de-France, les gens pensent Paris, banlieue, mais terre agricole, pas du tout. Alors que l'Île-de-France est une terre agricole presque par excellence. Alors effectivement, quelques mots sur Plaine Commune, c'est un territoire du Grand Paris qui rejoint 9 villes de Seine-Saint-Denis et effectivement l'agriculture urbaine, je dirais, fait partie de notre stratégie de développement par rapport au patrimoine aussi. On a un fort patrimoine dans la région d'Île-de-France et sur notre territoire et surtout ça nous évoque quelque chose qui nous tient à cœur à l'ensemble de l'exécutif, à savoir la transition écologique et puis le monde de l'agriculture. C'est un monde qui a été un des premiers à innover et sur lequel il faut s'appuyer. Et la transition écologique, elle s'appuie à la fois sur des innovations, mais aussi sur de l'innovation sociale et impliquer l'ensemble des habitants à un retour vers la terre et vers cette culture agricole est essentiel. Alors quand vous parlez de transition, de développement durable, de défis climatiques qui sont, vous l'avez dit, des enjeux majeurs, comment accompagner de manière concrète le monde agricole, les agriculteurs et les agricultrices? Et les agricultrices, c'est un sujet aussi qui me tient fort à cœur. On remarque effectivement qu'il y a une demande très très forte des habitants de revenir à de l'agriculture urbaine. Alors on a eu effectivement des stratégies de développement économique endogènes et on s'aperçoit qu'on a un certain nombre d'externalités positives et que cette agriculture, la remettre au cœur de nos enjeux, c'est faciliter la conduite du changement des habitants et des acteurs économiques, mais c'est aussi créateur d'emplois. Et effectivement, l'agriculture a pour habitude d'innover. Ce sont de véritables précurseurs et des enjeux majeurs, notamment sur la pénibilité du travail, des choses qui ont été évoquées d'ailleurs sur le salon de l'agriculture. Mais les femmes sont souvent des femmes conjointes et qui sont parfois même dans la précarité. Donc, il faut vraiment accompagner cette mutation en tout cas et puis je suis intimement convaincue que ça va être créateur d'emplois, de développement économique et une richesse inestimable d'innovation sociale. À Épinay-sur-Seine par exemple, on a en collaboration avec la région Île-de-France, la métropole du Grand Paris, Plaine Commune et la ville d'Épinay-sur-Seine, on a créé la première réserve écologique où on associe une maison aussi citoyenne pour revenir aux fondamentaux et accompagner cette transition écologique, cette sensibilisation et à visée pédagogique et impactant effectivement le secteur de la filière. Des externalités positives sans nul doute qui nous restent à découvrir pour certaines que l'on connaît déjà, mais encore une très très grande richesse à venir. Alors on y reviendra bien sûr sur cette mutation avec les nouvelles technologies. Là c'est la vraie révolution, même dans le monde agricole. Quand on parle de mutation, je me tourne vers Norbert. Je disais, vous êtes directeur général d'Arvalis, l'Institut du végétal. Parlez-nous d'Arvalis. Quels sont les enjeux de votre entreprise? Oui, donc Arvalis c'est un institut, donc c'est une association, c'est pas une entreprise, mais ça change pas grand-chose. Nous travaillons au profit de certaines filières agricoles qui sont dans le domaine des grandes cultures, les céréales, pommes de terre, maïs,
le lin, le tabac. Globalement, on est là pour accompagner ces filières à évoluer, pour apporter des innovations, des solutions qui permettent aux agriculteurs de produire de façon productive en répondant aux enjeux, les enjeux actuels qui sont les enjeux du changement climatique, les enjeux de l'alimentation, les enjeux de la biodiversité. Donc il y a des enjeux majeurs à l'heure actuelle et notre rôle est à la fois d'évaluer des innovations, éventuellement de faire un peu de recherche appliquée et de transmettre l'information, de diffuser cette information auprès des agriculteurs. Sur les enjeux eux-mêmes proprement dit, je dirais que les grandes orientations sur lesquelles on est positionné à l'heure actuelle, c'est pour répondre aux évolutions climatiques, on ne peut plus utiliser des solutions qui étaient des solutions simples. Les solutions simples, c'était face à un problème, vous avez juste un produit à utiliser et vous réglez votre problème. C'est une époque qui est révolue. On n'a plus cette possibilité, on est obligé d'aller chercher des solutions qui sont plus compliquées, plus sophistiquées, et donc forcément ça nécessite davantage d'accompagnement et de changement de pratique. Et, ce qui veut dire que c'est une demande du monde agricole ou c'est vous qui allez les chercher pour leur offrir des solutions? Comment ça se passe? Très clairement, le monde agricole a totalement conscience des enjeux de la société et est en recherche de solutions. On ne fait que répondre aux attentes du monde agricole qui nous demande de les aider à trouver des solutions. Ceci étant dit, il y a beaucoup d'agriculteurs qui cherchent des solutions par eux-mêmes. Ils n'ont pas forcément besoin qu'on les aide. Mais nous sommes, effectivement, chargés d'apporter un certain éclairage. Alors, là, je m'adresse à tous les deux. Politique, responsable d'entreprise. Comment vous voyez le monde agricole actuellement? On dit qu'il y a un grand découragement, on dit qu'il y a de grandes difficultés. Et il y a de grandes difficultés. Les agriculteurs et agricultrices vivent de grandes difficultés financières et autres. Comment, Mona, vous qui connaissez bien ce milieu, qui connaissez bien ce salon, comment vous percevez cette mutation qui arrive dans le monde agricole? Alors, entre l'agriculture d'hier et celle de demain. Alors, l'agriculture de demain, elle ne peut se co-construire qu'avec et pour les agriculteurs. On ne peut pas, apporter des solutions, mais on peut construire ensemble le monde de demain. Et je dirais que même le monde de demain, c'est déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de problématiques qui sont soulevées par le monde agricole, qui sont des fondamentaux pour pouvoir aborder les villes de demain qui, elles, seront forcément durables, avec tous ces enjeux qu'on a évoqués, transition écologique, et faire avec eux et non pas uniquement pour eux est une clé de réussite. Après, effectivement, il y a des sujets qui se trouvent, les initiatives locales doivent servir les initiatives nationales, mais je dirais, comme Thierry Breton fait un travail remarquable au niveau du numérique, au niveau européen, on a besoin d'impulser en tout cas une forte dynamique au niveau européen pour pouvoir assurer des conditions viables, équitables par rapport à d'autres pays européens et accompagner ce changement. Donc le changement se fera, va se faire de manière très 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 rapide, avec eux et pour eux, et puis la technologie, l'innovation doivent être au service de leur quotidien et de leur développement. On reviendra sur la technologie et les nouvelles technologies et le numérique. Norbert, vous, un sentiment de ce qui se passe actuellement dans le milieu agricole, vous le connaissez par cœur, vous êtes dans l'accompagnement et tout, mais quel est leur état d'esprit actuellement ? Oui, alors je suis un peu embêté parce que je ne suis pas un représentant du monde agricole. Vous les connaissez. Je les connais, mais c'est pas la même chose. Donc je suis absolument pas un porte-parole du monde agricole. Mais ce qui est important, c'est que le monde agricole est clairement conscient d'un besoin d'évolution et s'est engagé dans la transition agroécologique depuis pas mal de temps. Par contre, c'est une évolution qui prend forcément du temps. Le vivant, l'agriculture, c'est le vivant. On fait 1 à 2 récoltes par an. On ne va pas aller à un rythme accéléré. Et c'est vrai que la pression sociétale à l'heure actuelle, qui est une pression plutôt urbaine, les urbains qui ne connaissent plus forcément complètement le monde agricole et qui veulent aller très vite,
crée probablement un fossé et des difficultés. On parle d'agribashing, ce genre de choses, mais c'est réellement probablement lié à la différence de la perception du temps. Un temps long pour l'agriculture, un temps très rapide pour l'urbain. Voilà, on va faire une... vous vouliez peut-être réagir Je voulais juste illustrer le propos parce que Plaine Commune, c'est un territoire qui est quand même très urbain. On a 285 projets à l'échelle du territoire d'agriculture urbaine. Donc ça va des jardins familiaux à des jardins partagés, à des réserves écologiques. Et c'est assez représentatif de ce besoin d'innover et puis d'emmener plus que de la nature en ville, mais de véritable agriculture urbaine. Et puis de créer des filières d'emploi, de formation, en étant plus qu'éco-friendly, mais responsable. On va revenir sur vos jardins. Vous avez vu, hein, elle vend bien son territoire et elle est sincère. Une petite pause très rapide, vous ne bougez pas, on se retrouve tout de suite. C'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Voilà. On se retrouve, en direct toujours, Hall 2.2, stand B24, à côté de nos amis du GNIS. Je peux y aller là. Je suis à l'antenne. Ça s'appelle les impondérables du direct. Et tant mieux. On ne coupe pas, on continue, on est là, on est en famille, on se sent bien. Il fait froid dehors, donc vous venez vite au Salon international de l'agriculture, porte de Versailles à Paris. Et puis bien entendu, Hall 2.2, stand B24. C'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Et on est bien sur ce plateau avec... deux passionnés du monde agricole. D'un côté, il y a la politique, avec la responsabilité politique, et d'un autre côté, le directeur d'association, mais c'est une entreprise, comme la Mission Écoterre, exactement, avec Norbert Benamou. Norbert, j'ai pu voir que Carvalis et Unigrain ont officialisé, il y a quelques semaines, je crois, leur association pour créer Unilis Agtech. Alors, expliquez-nous ça, parce que hormis les professionnels en la matière, ça se sait peu. Et moi, j'ai envie que le grand public le sache. Écoutez, tout d'abord, merci d'en parler. Voilà, c'est le premier point. Donc, Unigrain est une société d'investissement dans le monde agricole qui est un des acteurs de référence dans le domaine. Globalement, avec Unigrain, on a décidé de chercher à développer, d'accompagner les startups pour leur permettre de proposer des solutions innovantes, efficaces pour le monde agricole. L'objectif est de permettre au monde agricole d'assurer sa transition agroécologique en étant durable et rentable. Les deux leviers sont importants. Pour arriver à ça, nous avons décidé, nous, d'apporter un accompagnement technique, donc permettre à des entreprises qui ont déjà développé une preuve de concept, de les expérimenter en conditions réalistes, en conditions réelles, pour pouvoir mesurer leur efficacité. Et Unigrain, à côté, accompagne en apportant éventuellement des financements sous forme de capitaux, de fonds propres ou de quasi-fonds propres. Et on apporte ensemble notre réseau de mentors qui vont permettre de coacher un peu des jeunes entrepreneurs pour aller vers le marché. Quand vous parlez de financement, de fonds propres, le gouvernement, le ministère de l'Agriculture ne participe pas à... Non, là il s'agit d'une action purement privée. D'accord. C'est à 50-50 entre Arvalis et Unigrain. D'accord. Alors on parlait des nouvelles technologies, hein, c'est cette révolution qu'on peut comparer à la révolution industrielle de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Comment se positionne Arvalis dans les nouvelles technologies, dans ce numérique, dans cette révolution qui peut-être bouscule le monde agricole?
On a en fait plus de nombreux axes de développement technologique. Alors, c'est vrai que par exemple, quand on va parler d'évaluation variétale, on est plutôt sur de la génétique. Mais pour permettre de faire de la sélection variétale rapidement, on a besoin par exemple d'aller en champ et de faire ce qu'on appelle du phénotypage au débit. C'est bizarre, c'est compliqué comme terme, mais ça veut dire observer les plantes, comment elles grandissent à grande vitesse en mesurant énormément de paramètres, de façon à pouvoir déterminer quelle est la meilleure variété pour obtenir un rendement et une durabilité. On a ce genre de choses, on a des outils qui sont plutôt des outils d'aide à la décision, savoir à quel moment intervenir pour faire quoi, des outils qui vont permettre aussi de structurer son exploitation. Par exemple, de dire, tiens, il faudrait mieux que je choisisse telle variété par rapport à certains paramètres de mon exploitation. Voilà, on a en gros de l'agriculture de précision d'un côté et de l'autre côté de l'agriculture numérique au sens aide à la décision. Mona, les nouvelles technologies, on l'a évoqué. On parlait tout à l'heure de jardin et on parlait d'agriculture urbaine. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une agriculture des champs et une agriculture des villes? Je m'explique. Dans l'agriculture urbaine, on parlait tout à l'heure en préparant cette émission, est-ce que c'est pas finalement un gadget? Est-ce que c'est pas un gadget? C'est moi qui le dis, hein, c'est moi qui le dis. Est-ce que c'est pas un gadget? Les enjeux de transition écologique et de conduite du changement me font répondre non, ce n'est pas un gadget. Je crois qu'il y a besoin d'une forte volonté politique. En tout cas, on le voit bien avec tous les arrêtés anti-pesticides qu'on a pu voir au niveau national. On voit bien que, en tout cas, nous, à l'échelle du territoire, l'innovation, elle est au service des habitants et au service des meilleures pratiques, en tout cas d'agriculture. On est là pour être exemplaire. On doit avoir, on a aussi des aspects éducation, préparer. Je dis souvent, les enfants d'aujourd'hui sont les parents de demain. Donc, il faut aussi, à travers ces démarches de jardins familiaux, de jardins partagés, promouvoir aussi cette conduite du changement pour les sensibiliser et les éduquer aux bonnes pratiques. Pédagogie, Pédagogie, beaucoup de pédagogie. Ouais. Et puis aussi, en termes de politiquement, on doit absolument favoriser les cycles courts. Je crois que il est essentiel de faire entrer du bio dans l'ensemble de nos écoles. Il est essentiel de favoriser les cycles courts. L'Île-de-France est riche en agriculture, donc favoriser aussi les agriculteurs de proximité. Et aussi, je dis, les bonnes pratiques, c'est aujourd'hui qu'on les apprend, qu'on les transmet. Et puis, encore une fois, les enfants d'aujourd'hui sont les parents de demain, et les accompagner dans cette conduite du changement en mettant bien l'humain au centre de tout, l'agriculteur au centre de tout, l'enfant au centre de tout. On arrive à avoir une innovation qui est utile. Et puis, la richesse de l'agriculture, la richesse de la nature, on voit bien, on a des projets aujourd'hui qui se basent sur du biomimétisme. Donc bon. on a forcément quelque chose qui nous ramène aux fondamentaux de l'agriculture et de la nature. Quand vous parlez de circuits courts, c'est par exemple dans les écoles? Par exemple, on a dans les écoles l'idée, oui, exactement, d'intégrer le bio dans les écoles, et on s'y attache en tout cas à Épinay-sur-Seine. Mona, le bio. J'ai l'impression que tout le monde est beau, tout le monde est bio. Est-ce que le bio va changer le monde? Est-ce que le bio va sauver le monde agricole? Alors, le monde agricole se transforme même dans ses pratiques. J'évoquais l'arrêté anti-pesticides. Effectivement, on est en train de se dire que la santé aussi passe par ce qu'on a dans notre assiette. Et ce qu'on a dans notre assiette, faut quand même être assez clair là-dessus. Si on revient sur des faits historiques, on s'aperçoit que l'Île-de-France a une histoire avec l'agriculture qui est une histoire d'amour et qui revient avec notamment les maraîchers, les primeurs, etc. Donc oui, le bio ne sauvera pas, mais en tout cas, ce qui nous sauvera, c'est de prendre conscience que l'agriculture est essentielle à notre économie et au développement de nos territoires. Norbert. Oui, si je peux me permettre de rebondir sur l'aspect urbain déjà dans un premier temps. En fait, moi j'aurais tendance à distinguer trois formes d'agriculture. L'agriculture de plein champ, l'agriculture des campagnes, l'agriculture périurbaine. Et là, effectivement, on a beaucoup de fournisseurs de circuits courts et l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine n'est peut-être pas très productive, on est à la limite du jardinage dans certains cas, mais c'est très bien. Ça permet déjà d'éduquer et de rétablir un lien.
de permettre en fait aux urbains de comprendre que l'agriculture, c'est pas du jardinage, et de rentrer dans une logique de proximité avec ce qu'est l'agriculture. Donc je trouve que de toutes les façons, c'est très bien pour cette raison. Et ensuite, par contre, en ce qui concerne les circuits courts, oui, tout à fait d'accord. Les circuits courts, c'est quelque chose qui permet largement de rentabiliser dans des conditions pratiques pour les agriculteurs, en dépendant pas forcément de marchés internationaux qui sont très très concurrentiels et très durs du point de vue financier. Et je crois qu'effectivement, la transition agroécologique, d'un point de vue général, sans parler forcément du bio, le bio est un cas particulier de l'agriculture, la transition agroécologique, c'est effectivement une nécessité. Nous arrivons au terme de cette émission. Mona, une conclusion peut-être ? Je pense que les enjeux sont tellement importants en termes de transition écologique que ne nous faut pas faire l'économie d'aborder au niveau régional, mais aussi au niveau international, et je pense surtout à l'Europe, d'aborder ces problématiques, de les défendre. Et puis, je suis une fervente je défends beaucoup le Made in France, et je crois qu'on a vraiment un sujet à porter. On rayonne au-delà de nos frontières et continuons à faire rayonner nos agriculteurs, nos agricultrices. Et puis, abordons ces sujets de transition écologique parce qu'ensemble, je dis bien ensemble, l'ensemble des acteurs, nous pouvons construire le monde de demain et il est essentiel. Merci Mona, merci Norbert. C'était la dernière pour cette année. Bien entendu, on se retrouvera l'année prochaine, même lieu, sans doute, même heure, sans doute. Un grand merci à nos amis du GNIS, et je vous conseille d'aller sur le stand qui est juste là derrière, c'est magique. Village Semence, bien évidemment. Les émotionneurs, alors je parlais des techniciens et autres, ils sont là de partout. Alors, il y a les présentateurs, les présentatrices, les journalistes, la technique, ils font un travail admirable. La mission Écoterre, et puis je remercie Quentin Melemiès, qui est notre directeur du développement et de la formation, qui est là quelque part et qui m'a aidé tout au long de cette semaine à préparer ces émissions. J'espère qu'elles vous auront été utiles. Bien entendu, on se retrouve l'année prochaine, je le disais. Juste après moi, je crois que c'est Ivar Couder, non? C'est ça? On me dit oui. Il n'est pas par là, Ivar? Si, il est par là. Oui, il va arriver, vous allez voir. Mon vieux, entre guillemets, vieux complice, il est beaucoup plus jeune. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que fait notre ami Ivar, qui doit se cacher, décidément, vous l'avez vu, tout au long de la semaine. J'ai essayé de le faire venir sur ce plateau. Si, il est là. Viens. Il est là, il arrive. Dis-moi. Voilà, c'est la dernière, alors on se permet un peu tout. Tu vas nous parler de quoi tout à l'heure à 15h15 ? Alors à 15h15, on va parler de l'importance des végétaux dans les villes. Un jardin, un arbre, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, dans le grand rendez-vous, on va déguster. On va goûter du bon vin, on va goûter des lentilles, on va goûter des charcuteries. On va un peu faire une battle du plaisir. Et tu seras convié d'ailleurs. Enfin, ça aussi, ce sera la dernière du grand rendez-vous. Donc, le public et toi, bien sûr, Alain, t'es le bienvenu. Ivar, merci. J'adore le retrouver, comme tous, chaque année. C'est vraiment un immense plaisir. À plus tard. Et c'est sincère. Voilà, donc Semence Mag, ne le ratez pas. Hall 2.2, stand B24. Mangez bien, dormez bien, portez-vous bien. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, à l'année prochaine. Bye bye.